Mes parents ont favorisé mon frère, ont vendu ma maison sans me prévenir, ont dépensé l'argent dans un projet bidon, et veulent maintenant qu'il vienne vivre chez moi avec sa famille nombreuse. J'ai toujours été le second choix dans ma famille, jamais le favori, jamais l'enfant prodige, juste Mathias, le comptable. Mon frère, Raphaël, en revanche, a toujours été la fierté de nos parents. Quand nous étions enfants, Raphaël recevait le vélo le plus récent, tandis que je récupérais ses affaires usagées. Pour les anniversaires, il recevait des consoles de jeux vidéo chères, tandis que je recevais des livres ou des vêtements. Au lycée, maman et papa assistaient à tous les matchs de football de Raphaël, mais ne sont allés qu'à une seule de mes compétitions de débat, la finale, que, soit dit en passant, j'ai gagnée. Pourtant, ils ont passé la moitié du temps à parler de la fierté que Raphaël ressentirait. Le testament de grand-père fut la cerise sur le gâteau d'une vie de favoritisme. Raphaël a hérité de l'énorme maison de 4 chambres dans le meilleur quartier de la ville, tandis que je me suis retrouvé avec une modeste maison de 2 chambres en périphérie. Maman avait supplié grand-père de laisser la grande maison à Raphaël. Je l'ai entendu lui en parler une fois, bien qu'elle n'ait jamais su que je l'avais fait. « Papa, s'il te plaît, dit-elle, Raphaël aura une famille un jour, il a besoin d'espace. Mathias s'en sortira très bien avec la plus petite maison. » Je ne me suis jamais plaint. Ils se raclèrent la gorge de façon dramatique et annoncèrent qu'ils avaient de grandes nouvelles. « Nous avons décidé de vendre la maison, dit Raphaël, souriant d'une oreille à l'autre. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Nous allons investir dans une opportunité incroyable, continua Amanda, sautant pratiquement sur sa chaise. L'ami de Raphaël, Gustavo, a une entreprise révolutionnaire, et nous allons entrer au rez-de-chaussée. Maman et papa applaudirent avec enthousiasme. Comme c'est merveilleux, s'exclama maman. Quel genre d'entreprise? Demandai-je prudemment. C'est compliqué, répondit Raphaël en agitant la main avec dédain. Gustavo lance une plateforme technologique qui met en relation les investisseurs et les startups. Ça va révolutionner le monde du capital risque. Nous allons gagner une tonne d'argent, ajouta Amanda. Gustavo prévoit un rendement de 300% la première année. 300%? Répétai-je en posant ma fourchette. Ça semble suspect. Écoutez, vous avez 2 jeunes enfants. Bianca n'a que 5 ans, et Gabriel vient d'avoir 3 ans. Êtes-vous sûr que vendre la maison est la meilleure option? Peut-être serait-il préférable d'investir seulement une partie de vos économies. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Amanda renifla bruyamment, et Raphaël me lança ce sourire condescendant que j'avais connu toute ma vie. Mathias, dit-il lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, je sais que tu veux aider, mais j'ai étudié la finance à l'université de Monte-Claro. Tu es un comptable qui est allé au collège communautaire. Je pense que je comprends un peu mieux l'entrepreneuriat que toi. Je serrai les dents. Ce que Raphaël n'a jamais mentionné, c'est qu'il a à peine obtenu son diplôme de Monte-Claro, tandis que j'ai obtenu mon diplôme avec mention et que j'ai été promu 2 fois en 5 ans dans mon entreprise. De plus, continua Raphaël, grand-père m'a laissé la plus grande maison pour une raison. Il a toujours su que j'avais une meilleure tête pour les affaires. C'est exactement le genre d'opportunité qu'il aurait voulu que je saisisse. J'aurais pu lui dire sur le champ que grand-père ne lui avait laissé la plus grande maison que parce que maman l'avait pratiquement supplié. J'aurais pu souligner que grand-père, qui avait bâti sa modeste richesse en épargnant soigneusement et en investissant de manière conservatrice, aurait été horrifié de savoir que Raphaël vendait sa maison pour investir dans une start-up technologique douteuse. J'aurais pu mentionner que Gustavo avait déjà échoué avec 3 start-up au cours des 5 dernières années. Mais à quoi bon? Raphaël était un adulte. Lui et Amanda avaient pris leur décision, et franchement, après une vie à être le second choix, je ne me sentais pas particulièrement enclin à le sauver de lui-même. Tu as raison, dis-je en prenant une autre gorgée d'eau. C'est votre décision. Maman rayonna en regardant Raphaël. Nous sommes si fiers de toi pour avoir pris cette initiative, dit-elle. Il faut du courage pour saisir une opportunité comme celle-ci. Papa hocha la tête. Ton grand-père aussi serait fier. Pour le reste du dîner, Raphaël et Amanda parlèrent de tout ce qu'ils prévoyaient de faire avec leur future fortune, ils voyageraient à travers le monde, achèteraient une maison de vacances, mettraient les enfants dans une école privée. Je restai silencieux, hochant la tête et souriant lorsque c'était approprié. Pendant ce temps, je passais mentalement en revue mes propres plans de rénovation pour ma petite maison. J'avais modernisé chaque pièce petit à petit avec l'argent que j'économisais grâce à mon ennuyeux travail de comptable. Le mois dernier,
j'ai terminé la cuisine. La prochaine étape était la salle de bain. 3 mois après ce dîner fatidique, j'étais dans ma salle de bain fraîchement rénovée, profitant d'une douche chaude sous ma nouvelle pomme de douche à effet pluie, lorsque mon téléphone se mit à vibrer avec insistance. Au début, je l'ignorais, mais après le 5e appel consécutif, je coupais l'eau et m'enveloppais dans une serviette. 6 appels manqués de maman. Ce n'était pas bon signe. Je la rappelai immédiatement, dégoulinant encore d'eau sur le sol de la salle de bain. Mathias, Dieu merci tu as répondu. Maman. Sa voix était tendue. Peux-tu venir à la maison? C'est à propos de Raphaël. 1 heure plus tard, je me garai dans l'allée de mes parents et remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. Il y avait une montagne de valises et de cartons empilés sur le porche d'entrée. Avant même que je puisse sonner à la porte s'ouvrit en grand, et je fus presque renversé par Bianca et Gabriel, qui coururent droit vers mes jambes. Oncle Mathias! Cria Bianca. Maintenant, nous allons vivre avec mamie et papy. Je levai les yeux et vis ma mère debout dans l'embrasure de la porte, le visage fatigué et usé. Derrière elle, Raphaël faisait les 100 pas avec son téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Amanda était assise sur le canapé, fixant d'un air absent l'écran de son ordinateur portable. Que se passe-t-il? Demandai-je, bien que j'ai déjà une assez bonne idée. Maman me fit entrer et ferma la porte derrière nous. Raphaël et Amanda ont dû quitter leur appartement, chuchota-t-elle. Le loyer était trop cher. Ah, donc ils avaient déjà dépensé l'argent de la maison. Après l'avoir vendue, Raphaël et Amanda achetèrent immédiatement une Porsche 911 rouge flashy, complètement impraticable pour une famille avec 2 jeunes enfants, puis louèrent un appartement de luxe dans le centre-ville, et Raphaël quitta son emploi stable à la banque pour se concentrer sur l'investissement. Ils investirent environ 500 000 $ dans le projet de Gustavo, et dépensèrent les 100 000 $ restants pour la voiture et des vacances extravagantes aux îles Vierges, laissant les enfants chez mes parents pendant 3 semaines. Gustavo dit que le premier trimestre est toujours lent, dit Raphaël bruyamment, mettant fin à son appel. Il força un sourire. Mais d'un jour à l'autre, les choses vont reprendre. Je suis allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau, et mon père m'a suivi. C'est grave? Demandai-je à voix basse. Mon père soupira, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Ils ont tout dépensé. Le loyer de l'appartement était de 4 000 $ par mois. Le paiement de la voiture était de 1 200 $ de plus. Ils ne pouvaient pas suivre. Et l'investissement? L'expression de mon père s'assombrit. Gustavo n'arrête pas de dire qu'ils sont sur le point de faire une percée majeure. Il secoua la tête. Mais j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu Raphaël devenir de plus en plus désespéré de trouver du travail. Il a finalement décroché un emploi chez un concessionnaire automobile, une baisse importante par rapport à son ancien poste à la banque, mais au moins c'était quelque chose. Pendant ce temps, Amanda essayait de maintenir une apparence de normalité, publiant des photos soigneusement retouchées sur les réseaux sociaux pour donner l'impression que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. La modeste maison de mes parents n'était pas conçue pour 6 personnes. Un soir, ma mère m'a appelé, l'air épuisé. Mathias, mon chéri, je déteste te demander ça, mais, elle hésita. Nous avons un peu de mal à acheter de la nourriture avec autant de bouches à nourrir, tu sais? Je savais déjà ce qui allait arriver. De combien as-tu besoin, maman? Oh, n'importe quoi aiderait, répondit-elle rapidement. Nous sommes juste un peu justes ce mois-ci. Je promis de transférer l'argent immédiatement, et décidai d'envoyer 600, assez pour aider, mais sans impacter trop mon propre budget. Quand je lui ai dit le montant, elle m'a remercié abondamment, bien que je puisse détecter une pointe de déception dans sa voix. Clairement, elle s'attendait à plus. Le mois suivant, je reçus un autre appel, puis un autre. Les 6 cents devinrent un paiement mensuel fixe. Ça ne me dérangeait pas d'aider, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que, malgré leurs difficultés financières, Raphaël et Amanda gardaient toujours la Porsche. Priorité, je suppose. Un soir, j'assistais à la fête d'anniversaire de ma cousine Béatrice. Je pensais que ce serait un répit du drame familial, mais j'avais tort. Ma tante Patricia m'a acculé près de la table des desserts. Mathias, mon chéri, chuchota-t-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Comment gères-tu tout ce bazar avec Raphaël? J'ai haussé les épaules. J'essaie juste d'aider là où je peux. Tante Patricia se pencha plus près.
Eh bien, tu devrais savoir que tes parents sont au bout du rouleau. Ils aiment beaucoup Raphaël, bien sûr, mais avoir toute sa famille vivant à la maison leur pèse. Elle prit une gorgée de son vin et baissa la voix. Et entre toi et moi, ils ont un plan pour arranger ça. Je sentis un nœud dans mon estomac. Quel genre de plan? Ils veulent que Raphaël et sa famille emménagent chez toi. Mon assiette faillit me tomber des mains. Quoi? Ta mère pense que ça a parfaitement du sens, puisque tu vis seul dans une maison de 2 chambres. Je restais figé, abasourdi, tandis que tante Patricia me tapotait le bras avec sympathie. Je pensais que tu devais savoir. Ça ne me semblait pas juste qu'il planifie derrière ton dos. La fête continuait autour de moi, mais j'en étais à peine conscient. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était l'audace de tout ça. Il ne prévoyait pas seulement de me demander d'accueillir Raphaël et sa famille, il prévoyait de me mettre à la porte de ma propre maison. En rentrant chez moi ce soir-là, mon esprit s'emballa. Je savais exactement ce qui allait suivre, les tactiques de manipulation émotionnelle, la pression familiale, le classique ce ne sera que pour un petit moment et qui se transformerait d'une manière ou d'une autre en permanent. Et une fois Raphaël et sa famille installés, ce serait moi qui paierais les factures, nettoierais leur désordre, et finirais par céder ma propre maison. Non. Pas cette fois. Je n'allais pas les laisser profiter de moi à nouveau. En rentrant chez moi, je me servis un verre de vin et m'assis à la table de la cuisine, réfléchissant. Au moment où j'eus fini de boire, j'avais un plan. Le lendemain matin, je suis entré sans prévenir dans le bureau de mon patron. Daniel leva les yeux de son ordinateur, surpris. « Mathias, tout va bien ?» Je suis allé droit au but. « Le poste à la succursale de Monterrey est-il toujours disponible ?» Daniel se pencha en arrière dans son fauteuil et me regarda attentivement. « C'est un poste de direction, Mathias. Il exige plus de responsabilités, un nouvel environnement et un grand changement. » Je suis prêt pour ça, répondis-je avec confiance. Je suis dans cette entreprise depuis 5 ans. J'ai constamment dépassé mes objectifs. Mes évaluations de performance sont impeccables. Je suis pleinement qualifié pour le poste. Daniel hocha la tête pensivement. Eh bien, je ne veux pas te perdre ici, mais, il sourit, tu serais parfait pour ce poste. Je vais passer quelques appels. Il fit une pause. Le poste commence dans 4 semaines. Est-ce suffisant pour que tu organises tout? Parfait, répondis-je, calculant déjà mentalement mes prochaines étapes. Dès que j'ai quitté le bureau de Daniel, j'ai appelé mon ami Anne, qui travaillait comme agent immobilier. J'ai besoin de vendre ma maison le plus vite possible, je suis allé droit au but. Eh bien, ta maison est dans un bon quartier, et tu as fait de très belles améliorations, réfléchit-elle un instant. Si nous la mettons à un prix attractif, nous pourrions avoir des offres en moins d'une semaine. Mais Mathias, es-tu sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, dis-je fermement. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. Anne fit des merveilles, et en seulement 5 jours, nous reçûmes 3 offres concurrentes. J'acceptai la plus élevée, 285 000, 45 000 de plus que ce que j'avais payé il y a 4 ans. Pas mal pour une petite maison. Pendant ce temps, je commençais à chercher des appartements à Monterrey, en me concentrant sur les quartiers proches de la succursale de l'entreprise. Le marché immobilier y était plus abordable que dans ma ville actuelle, et je trouvais un magnifique appartement d'une chambre dans un immeuble moderne avec une salle de sport et une terrasse sur le toit pour 220 000. Je fis une offre immédiatement et entamai le processus d'achat. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit à ma famille. Ma mère m'a appelé 2 fois, d'abord pour me remercier du virement mensuel, puis, mine de rien, pour me demander si je serais libre pour dîner samedi prochain. « Nous avons des choses dont nous voulons te parler », dit-elle en essayant de paraître nonchalante. « Bien sûr, maman », répondis-je sur le même ton. « Je serai là. » J'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer et transporter la plupart de mes affaires dans un garde-meuble à Monterrey, prévu pour la veille du dîner de famille. Je n'ai laissé que ce qui tenait dans 2 valises, des vêtements pour quelques semaines, mon ordinateur portable et quelques effets personnels. Le lendemain du déménagement de mes affaires, je me suis enregistré dans une auberge de jeunesse du centre-ville. C'était étrange de dormir dans un lit superposé avec des inconnus dans la chambre, mais ce ne serait que temporaire. Mon vol était dans 3 jours seulement. Le samedi soir, je me suis rendu pour la dernière fois chez mes parents. Je me suis garé à un pâté de maison pour qu'ils ne remarquent pas que ma voiture était pleine de mes affaires restantes.
En remontant l'allée familière jusqu'à la porte d'entrée, j'ai pris une profonde inspiration. Ce serait la confrontation que j'avais évitée toute ma vie. Ma mère ouvrit la porte avec un sourire crispé. « Mathias, si contente que tu aies pu venir. Nous allions justement servir le dîner. » À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Mon père était assis en bout de table, l'air mal à l'aise. Raphaël et Amanda étaient également là, arborant des expressions qui se voulaient amicales, mais qui ressemblaient davantage à de la suffisance. Les enfants n'étaient nulle part en vue. Nous échangeâmes quelques politesses avant que ma mère ne pose enfin sa fourchette et n'aille droit au but. « Mathias, mon chéri, nous voulions te parler de ta maison. »« Qu'y a-t-il à ce sujet ?» demandai-je avec une innocence feinte. « Eh bien, » continua ma mère en adoptant ce ton persuasif qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait que je sacrifie quelque chose au profit de Raphaël. « Ton père et moi avons pensé qu'il serait logique que Raphaël et sa famille restent chez toi pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. » Je jetai un coup d'œil à Raphaël, qui gardait les yeux fixés sur son assiette. Amanda me regardait attentivement, une lueur de défi dans les yeux. « Pour combien de temps ?» demandai-je, connaissant déjà la réponse. Raphaël haussa les épaules. « Nous ne sommes pas encore sûrs, mais les choses commencent à s'améliorer avec l'investissement. Gustavo dit que la grande percée pourrait arriver d'un jour à l'autre. » J'ai dû réprimer un rire. 3 mois plus tard, il s'accrochait toujours à ce fantasme. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondis-je, la voix plus tendue que je ne le voulais. « Ma maison est assez petite. Elle n'a que 2 chambres. Tu pourrais prendre la plus petite et leur laisser la principale, » suggéra rapidement ma mère. « Ou peut-être pourrais-tu rester chez un ami pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. » J'ouvris la bouche pour argumenter, mais m'arrêtai. À quoi bon? Dans quelques jours, je serais parti, et rien de tout cela n'importerait. Il valait mieux les laisser penser qu'ils gagnaient. Je poussai un lourd soupir, laissant mes épaules s'affaisser dans ce que j'espérais ressembler à une reddition. « Bien, » dis-je platement. « Quand prévoit-il d'emménager » Ma mère parut surprise, s'attendant clairement à plus de résistance. « Nous pensions au week-end prochain ? Est-ce que ça te va ?» Bien sûr, répondis-je en poussant la nourriture dans mon assiette avec apathie. Je suppose que je vais commencer à emballer quelques affaires. Raphaël et Amanda échangèrent des regards triomphants. Ma mère parut soulagée. Mon père évitait toujours mon regard. Le reste du dîner se passa dans un brouillard. Ma mère, mon père, Raphaël et Amanda commencèrent à discuter de la logistique, quels meubles resteraient, lesquels iraient au garde-meubles, comment mon bureau pourrait être transformé en salle de jeu pour les enfants. Je touchais à peine à ma nourriture, répondant par monosyllabes lorsqu'on me parlait directement. Après le dessert, je me levai. Je dois y aller. J'ai beaucoup à faire avant le déménagement. En sortant, je pouvais encore les entendre poursuivre leur conversation à voix basse, juste assez fort pour que je puisse entendre. Je t'avais dit qu'il accepterait, murmura ma mère. Mathias a toujours été raisonnable. Devrions-nous l'aider à emballer ses affaires, demanda mon père. Ce n'est pas la peine, répondit Amanda avec dédain. La plupart de ses affaires peuvent simplement rester dans le garage. Ce n'est pas comme s'il avait quelque chose de valeur. Nous allons avoir besoin d'un nouveau canapé, ajouta Raphaël. Ce vieux qui là me tue le dos. Je fermai doucement la porte d'entrée derrière moi, leur voix s'estompant tandis que je m'éloignais. Ils m'avaient déjà rayé de l'équation. Ils prévoyaient déjà de prendre ma place, de remplacer mes affaires par les leurs, comme si je n'avais jamais existé là-bas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il ne restait plus rien à prendre pour eux. De retour à l'auberge, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un message de ma mère, « Merci de comprendre, mon chéri. Ton frère est très reconnaissant. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message rapide à Anne pour confirmer que tout était en ordre. « Est-ce que tout est toujours sur la bonne voie ?» Elle a répondu immédiatement, « Tout est parfait. Les nouveaux propriétaires reçoivent les clés jeudi. » Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai quitté l'auberge et je me suis dirigé vers l'aéroport. Alors que l'avion décollait, m'emmenant vers ma nouvelle vie à Monterrey, j'ai senti un énorme poids se lever de mes épaules. Mon nouvel appartement sera prêt dans 2 jours. Mon nouveau travail commencera dans 1 semaine. Après avoir acheté l'appartement, il me restait encore environ $65 000 de la vente de la maison. De l'argent que,
bien sûr, je prévoyais d'investir judicieusement, contrairement à certaines personnes que je connaissais. Ma première semaine à Monterrey s'est passée dans un tourbillon. Je me suis installé dans mon nouvel appartement, un loft moderne d'une chambre avec des baies vitrées et une vue imprenable sur la ville. Le quartier était animé, avec de petits cafés et des boutiques. Mon nouveau travail comprenait un bureau privé et une augmentation de 15%. Tout se passait exactement comme prévu. Jusqu'à jeudi soir. Exactement une semaine après avoir quitté ma vieille ville. J'étais en train de déballer les dernières boîtes de cuisine lorsque mon téléphone a explosé de notifications, 27 appels manqués en seulement 2 heures. 15 de ma mère, 8 de mon père et 4 de Raphaël. Plus des dizaines de messages textes, chacun plus désespéré que le précédent. Je savais exactement ce qui s'était passé. Aujourd'hui était le jour où Raphaël et sa famille devaient emménager dans ma maison. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, Raphaël arrivant avec un camion de déménagement loué, chargé de meubles et de cartons, frappant à la porte et trouvant des étrangers y vivant. Je me suis versé un verre de vin et je me suis installé sur mon nouveau canapé, hésitant entre répondre ou simplement bloquer leur numéro. Avant que je puisse décider, le téléphone sonna à nouveau. Maman. Contre toute attente, j'ai répondu. Mathias. Eduardo. Gutiérrez. La voix de ma mère était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Que as-tu fait? Bonjour à toi aussi, maman, répondis-je calmement en prenant une gorgée de vin. N'ose pas jouer l'innocent. Sa voix était pleine de fureur. Raphaël vient d'arriver chez toi avec le camion de déménagement, et il y a une autre famille qui y habite. Ils ont dit qu'ils l'avaient acheté il y a 2 semaines. C'est exact, confirmai-je. Les Anderson, un couple charmant. Ils ont 2 adolescents. Ils ont fait une excellente affaire. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, finalement, elle parla. Alors tu as vendu ta maison sans le dire à personne. Sa voix tremblait d'indignation. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi déloyal? J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Déloyal? J'ai laissé échapper un rire sarcastique. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui prévoyait de me mettre à la porte de ma propre maison sans même me le demander. Un autre silence. Puis, d'un ton beaucoup plus calme, presque glacial, elle demanda « Où es-tu, Mathias ?» À Monterrey. J'ai été promu. Je suis comptable principal à la succursale de l'entreprise ici. Monterrey, sa voix se brisa. Alors tu es parti sans dire au revoir, sans le dire à personne. Un peu comme lorsque vous avez prévu de me mettre à la porte de ma propre maison sans me le demander d'abord, rétorquai-je. C'est différent. Insista TL. Nous sommes une famille. Nous avions besoin de ton aide. Non, maman, ma patience s'est épuisée. Raphaël et Amanda avaient besoin de quelqu'un pour les sortir de leurs mauvaises décisions. Et au lieu de les tenir responsables, vous avez décidé que, encore une fois, je devais être celui qui se sacrifie. Comme toujours. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, ma voix devenant plus froide. Toute ma vie a été comme ça, Raphaël d'abord, Mathias ensuite. Quand nous avions besoin de nouveaux vêtements pour l'école, Raphaël avait les meilleurs. Quand nous avions des événements le même jour, vous alliez au sien. Quand grand-père est mort, Raphaël a eu la grande maison parce que vous l'avez convaincu qu'il la méritait plus. Et maintenant, que Raphaël a tout fichu en l'air, que lui et Amanda ont dilapidé jusqu'au dernier centime dans un investissement stupide, votre solution est de m'enlever la seule chose que j'ai construite pour moi-même, ma maison. Silence. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis sa voix est revenue, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Je ne sais pas à qui tu crois parler, jeune homme, mais je suis toujours ta mère. Elle fit une pause. Et à partir de ce moment, je ne te considère plus comme mon fils. Je m'étais préparé à la colère, à la manipulation émotionnelle, au chantage affectif. Mais cela m'a fait plus mal que prévu. Je pense que nous savons tous les deux que ça a toujours été comme ça, maman, dis-je doucement. Oh, et j'annule les virements mensuels. Les 600 que j'envoyais pour aider la famille de Raphaël, c'est fini. Elle resta de nouveau silencieuse, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, sa colère contre moi contre son besoin de mon argent. Nous ne voulons pas de ton argent, dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. Bien, parce que vous ne l'aurez plus. Au revoir, maman.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué mon père, Raphaël et Amanda. Pour de bon. Presque immédiatement, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de numéros inconnus, Raphaël utilisant le téléphone de mon père, ma mère m'envoyant des SMS depuis le numéro d'un ami. J'ai complètement éteint le téléphone et j'ai fini mon vin dans un silence enfin paisible. Le lendemain, j'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. Je ne l'ai partagé qu'avec mes amis les plus proches, mes nouveaux collègues et quelques membres de ma famille en qui j'avais encore confiance, comme ma tante Patricia, qui m'a envoyé un magnifique bouquet de fleurs pour me féliciter lorsque je lui ai raconté ce que j'avais fait. 6 mois passèrent. J'ai prospéré dans mon nouveau travail, me suis fait de nouveaux amis, suis sorti quelques fois, rien de sérieux, mais surtout, j'ai vécu ma vie selon mes propres termes, sans l'ombre des attentes de ma famille planant sur moi. De temps en temps, je pensais à eux. Je me demandais si Raphaël et sa famille vivaient toujours chez mes parents, si l'investissement avait porté ses fruits, j'en doutais, si ma mère et mon père couvraient toujours toutes leurs dépenses, s'ils réfléchissaient un jour à la façon dont ils m'avaient traité, s'ils le regrettaient un jour. Mais la plupart du temps, je ne pensais tout simplement pas à eux. Un dimanche matin, alors que je savourais mon café sur le balcon, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu, mais avec l'indicatif régional de ma ville natale. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Salut, Mathias, c'est Béatrice. C'était ma cousine. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai eu ton numéro par tante Patricia. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe ici. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Que s'est-il passé? Raphaël et sa famille vivent toujours chez tes parents. Elle fit une pause. Ils ont de graves problèmes financiers. L'investissement était une arnaque. Gustavo a pris tout l'argent il y a des mois. Je ne suis pas surpris, murmurai-je. Tes parents ont aussi des ennuis. Ils sont en retard sur leurs factures parce qu'ils soutiennent toujours 4 personnes de plus. Ton père a dû sortir de sa retraite et trouver un travail à temps partiel dans une quincaillerie. Je n'ai rien dit. J'attendais le chantage affectif, la tentative de me convaincre que je devais aider à nouveau. Mais Béatrice m'a surpris. Je ne te dis pas ça parce que je pense que tu devrais aider, dit-elle rapidement. En fait, tout le contraire. Toute la famille parle de l'intelligence dont tu as fait preuve en partant quand tu l'as fait. Elle fit une pause. Même ta mère a avoué à la mienne qu'il n'aurait jamais dû essayer de prendre ta maison. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps sur le balcon, regardant la ville en contrebas. Je n'ai pas ressenti de satisfaction face aux difficultés de ma famille, mais je n'ai pas non plus ressenti de culpabilité. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi, et je n'accepterai plus jamais d'être le second choix. Le téléphone resta dans ma main quelques secondes après la fin de l'appel. Même si je savais que j'avais pris la meilleure décision, il y avait un sentiment de clôture qui persistait. Je ne ressentais aucune culpabilité, mais il y avait quelque chose d'étrange à savoir que ma mère avait admis, aussi secrètement soit-il, qu'ils avaient fait une erreur. Au fond, j'ai toujours su que cela arriverait. Pour eux, j'étais toujours l'option fiable, la ressource inépuisable, la personne qui pouvait être mise au second plan, car à la fin, je céderais toujours. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration et je suis rentré dans mon appartement. Il y avait d'autres choses sur lesquelles se concentrer. Mon nouveau travail se passait bien, ma vie était en ordre, et pour la première fois depuis des années, je n'avais à me soucier des besoins de personne d'autre que des miens. Des mois passèrent. Les nouvelles de ma famille devinrent plus sporadiques. Après cet appel de Béatrice, je n'ai fait aucun effort pour connaître leur situation. Si quelqu'un les mentionnait, je changeais de sujet. Ça ne m'importait plus. Mais le destin a une drôle de façon de nous confronter au passé, même lorsque nous pensons l'avoir laissé derrière nous. Près d'1 an après mon déménagement, je les ai revus. J'étais rentré d'un voyage d'affaires et j'avais décidé de faire un arrêt rapide dans ma ville natale. Non pas parce qu'elle me manquait, loin de là, mais parce qu'il y avait quelque chose que je devais voir de mes propres yeux, ma vieille maison. J'ai conduit jusqu'au quartier, ressentant un mélange de nostalgie et de soulagement en voyant les rues familières. Mais lorsque j'ai tourné le coin et que je me suis arrêté à une courte distance, ce n'était plus ma maison. Les nouveaux propriétaires l'avaient changée. Ils avaient peint la façade d'une couleur différente, changé l'aménagement paysager et mis de nouveaux meubles sur le porche. La maison avait une autre vie, et je n'ai absolument rien ressenti.
C'était comme voir un chapitre de mon histoire qui n'avait plus d'importance. Mais avant que je puisse m'éloigner, j'ai vu quelqu'un traverser la rue au loin, ma mère. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux, autrefois toujours coiffés, étaient maintenant négligés, et ses vêtements étaient simples, dépourvus de l'élégance qu'elle affichait autrefois. Elle ne m'a pas vu. Je l'ai regardée, et bientôt j'ai compris où elle allait, la maison de mes parents. La même maison où vivaient maintenant 5 personnes. De ma voiture, j'ai observé l'endroit. La façade était détériorée, le jardin négligé, les murs tachés d'humidité. Ils étaient toujours là. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, Raphaël ne s'était jamais remis sur pied. Et s'il était toujours là, cela signifiait que mes parents le soutenaient toujours. La curiosité l'emporta. Je devais voir jusqu'où les choses étaient allées. Je me suis garé près d'un supermarché local et je suis entré. J'ai parcouru les allées, pris une bouteille d'eau et je suis allé à la caisse. C'est alors que je l'ai vu, mon père était derrière le comptoir, en train de travailler. Ma cousine avait eu raison, il était sorti de sa retraite pour subvenir aux besoins de Raphaël et de sa famille. Il ne m'a pas vu, et je n'ai fait aucun effort pour me faire remarquer. J'ai juste payé et je suis parti. Mais une chose était claire, ils payaient le prix de leur propre décision. Raphaël n'a jamais retrouvé d'emploi dans son domaine après avoir tout perdu dans l'arnaque de Gustavo. Il a essayé quelques petits boulots, mais rien n'a tenu. Lui et Amanda n'avaient toujours pas de revenus stables. Mais le pire de tout, c'est qu'ils n'ont jamais essayé de résoudre leur situation par eux-mêmes. C'était plus facile de rester où ils étaient. Après tout, il y avait toujours quelqu'un pour les renflouer. Sauf que maintenant, sans mon argent, tout le fardeau retombait sur mon père. Ma mère, qui était autrefois obsédée par les apparences, n'avait plus le temps pour ça. Elle passait maintenant ses journées à essayer de payer des factures en retard, à négocier des dettes et à trouver des moyens de joindre les deux bouts. Mon père, épuisé, travaillait à emballer des provisions dans un petit magasin, luttant pour payer les dépenses de base. Et Raphaël, le fils brillant, celui qui méritait plus, ne faisait toujours rien. Il vivait exactement comme ma mère voulait que je vive, dépendant, piégé. Sauf que moi, j'ai choisi de partir. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de curiosité à en savoir plus. J'ai quitté la ville sans parler à personne et je suis retourné à ma vie, à mon travail et à mes réussites, celles que j'ai obtenues par moi-même. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que je suis parti. Je ne leur ai plus parlé. Je sais par Béatrice que ma mère et mon père n'ont jamais réussi à se remettre financièrement. Les dettes n'ont cessé de s'accumuler. La maison dans laquelle ils vivent est pratiquement en ruine. Mon père, épuisé, a finalement dû cesser de travailler pour des raisons de santé. Ma mère, désespérée, a finalement admis qu'elle n'aurait jamais dû faire de Raphaël sa seule priorité. Mais le plus ironique, c'est que Raphaël et Amanda y vivent toujours. Ils sont restés comme des parasites dans la maison de mes parents, attendant que la situation s'améliore d'elle-même. Pendant ce temps, je continue de construire ma meilleure vie. Mon travail m'a ouvert de nouvelles opportunités, mon cercle d'amis s'est agrandi et, surtout, je ne suis plus jamais le second choix dans ma propre histoire. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Et le meilleur de tout fut de couper les ponts avec ceux qui ne m'ont jamais considéré comme une priorité. Car au final, la seule personne qui peut garantir votre succès, c'est vous-même.